Salut mes Nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse en live avec qui? Je suis avec qui? Allô? Bonjour, toujours dans mon décor jaune pisse, je vais bien. Donc, avec Maxime, donc j'espère que tu vas bien. Bah ça va très bien, surtout après un chapitre pareil. Ouais, on va avoir plein de choses à dire. Donc comme d'habitude, on attend les gens que les gens viennent. Attends, je vais mettre comme ça. Oui, ça va être mieux. À la rigueur, non, oui, comme ça, je vais voir tout le monde. Ok. Ah bah tiens. Hop, on met ça là. Ah, j'ai pas le... Attendez, je cherche le chat. Je l'ai mis en deuxième c'est ligne. là. Ah, ok. Bah attends. Je vais faire ça et je vais faire ça. Ok, coucou à tous. On attend que vous arriviez un tout petit peu. Toujours pareil, la même chose. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire la note que vous donnez au niveau de ce chapitre sur 10 et non pas sur 7. Et on va essayer de structurer encore une fois cette critique analyse. Donc on va partir sur 3 parties. La première partie, ça va être sur Garp, sa puissance un petit peu, ce qu'on avait parlé un petit peu tout à l'heure. Après, tu peux dire si tu es d'accord ou pas, Maxime. Oui, on en profitera je pense pour parler de la puissance d'Aokiji aussi. Enfin, on va évacuer tout ce qui est puissance dès le début avec Garp en fait. On va parler puissance un petit peu dès le départ. Oh, il y en a un qui a mis 5 sur 10. Ok. Bah tiens, c'est Thorstein. Je dis ça comme ça. Dis-moi pourquoi tu as mis un 5 sur 10. Après, en deuxième partie, on va parler du flashback, qui est très important parce qu'il y a énormément d'informations. Informations sur les rois de poneglyphes, informations sur le gouvernement, informations sur le mec comment ça s'appelle, à la cicatrice ou à la brûlure, le rôle de la justice selon Barbe Noire, Aokiji, pourquoi il est là, et le final, l'eau. Voilà, je pense qu'on va avoir pas mal d'infos. Petit coucou à Adri. Wow. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à nous dire si le son il est bon et si la vidéo aussi elle est bonne. Donc allez-y. Petit coucou à 2 personnes, à Kevin, coucou, et aussi j'ai vu Yuki. Oui, Yuki qui est là. Donc voilà, Jacques de la Meuse, toujours les mêmes personnes qui sont là, ça fait super plaisir. Et je vois qu'il a mis 5 sur 10 parce qu'il y avait la défaite de l'eau. Ça aussi, on en parlera. Et moi, je tiens à remercier On va en Equinox qui a mis une note sur 7. Voilà, ça me fait du bien. Donc, voilà. Ah bah si, tiens, regarde, on va commencer aussi à le dire. Je serai présent le week-end, le samedi 6 mai, à Rennes, au magasin Japanim, qui est rue Joffre, si mes souvenirs sont bons. Et après, c'est pas marqué, mais la semaine suivante, on est avec Flippies à Lille. C'est combien? C'est 13 et 14? 13 et 14 mai, ouais, au Geek Days 13 et 2000. 14 mai. Venez hyper nombreux. On va parler du chapitre, bien sûr. On va faire une conférence sur scène. On fera une autre conférence le lendemain avec la voix française de Luffy. Il y a plein de petits trucs sympas. Et si vous aimez Aokiji, il y aura une super résine d'Aokiji. Donc on en parlait justement tout à l'heure. La résine que tu mets pas trop, bah maintenant je la kiffe. Donc voilà. Quel retournement de veste. Alors c'est donc ça la passion du doc. Ou alors là, il y a une très bonne phrase. Les théories, c'est vous qui les faites, pas Oda. Oui, c'est très juste. On est là, bah, justement, c'est le fait qu'il comment ça s'appelle le fait qu'il y ait des théories et énormément de théories, c'est parce que l'œuvre intéresse énormément les gens, et c'est pour ça qu'on fait des théories. Donc voilà. Exactement. On a à peu près combien là déjà sur le live? 102. 102. Bon, bah, les 102, on va pouvoir commencer. 104. 104. Ouais, non, tu vas pas le faire à chaque fois, sinon ça va devenir en loi. On commence à parler par. Oh, j'ai tapé des mains, t'as plus de lumière. C'était tout bizarre. Bref. Bon, je te laisse commencer, vu que t'adores parler puissance. Ah là là. Moi, La fameuse puissance de Garp et de Aokiji et de un peu tout le monde en fait, hein, puisque les fameux Yunko supérieurs aux amiraux ou égale 3 amiraux égale 2 dragons égale un Sengoku pardon. En fait je trouve que pour aller très vite, parce que j'ai pas envie qu'on fasse le live dessus parce qu'il y a
ce chapitre raconte tellement de choses que je trouve que parler de puissance dans un chapitre comme ça, c'est pas très intéressant. En gros, dans les faits, Garp se déclare moins puissant qu'à son prime. Comme on en parlait avec le doc qui l'a souligné, effectivement, Rayleigh avait eu la même réflexion face à Barbe Noire il y a quelques chapitres quand il est intervenu pour sauver Hancock. Donc oui, ils vieillissent. Barbe Blanche, c'était pareil. Barbe Blanche était plus faible à Marineford. Maintenant, ça a l'air de rester une bête de puissance. Maintenant, est-ce que Garp soulève Aokiji? Non. Sinon, on n'a pas lu le même chapitre dans la mesure où il lui a juste asséné un seul coup, techniquement. Hein. Donc, c'est comme si vous preniez une case du combat Luffy contre Kaido où Luffy fout le gros coup de poing à Kaido et qui fait des dégâts et qu'on dit waouh, Luffy a one-shot Kaido. Peut-être que Garp a one-shot Aokiji, peut-être que pas du tout. Enfin, on sait pas du tout ce qui se passe. C'est une bribe de combat. Donc voilà, pour moi, ça permet pas du tout de dire que les commandants que les Yunko sont plus forts que les amiraux sont plus forts strictement que les commandants de Yunko et tout. On sait pas. Il y a aussi, j'ai vu, il y avait aussi beaucoup le débat avec, du coup, est-ce que Shiryu est plus fort qu'Aokiji, puisque c'est Shiryu qui apparaît sur la color spread des seconds plus forts après les capitaines. Probablement, on sait pas. Est-ce que Oda considère Kuzan d'une autre manière? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? On sait pas. On sait pas clairement. Donc sur la puissance, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, clairement. Et si, est-ce que Aokiji a one-shot les membres de l'équipage de Barbe Noire? Aokiji a un pouvoir qui permet de faire des gros dégâts de zone. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il est instantanément one-shot ceux qu'il gèle. La preuve avec Doflamingo qui avait réussi à se dégeler, la preuve avec Garp qui se dégèle, qui se libère de la Ice Ball dans ce chapitre. Donc, encore une fois, les combats dans One Piece, c'est pas des valeurs numériques strictement plus fortes que l'une ou l'autre, c'est des contextes et des pouvoirs, il y a le haki, les fruits du démon, des contextes, plein de choses qui font que c'est pas juste des gros combats de bourrinage. Voilà. C'est génial parce que là, on va avoir un débat League of Legends au niveau de One Piece. Alors oui, lui, il fait des quand il est face à une seule personne, il n'arrive pas, l'autre c'est plus un sniper qui va là, et puis après t'as lui là. Alors déjà, moi ce qui m'a fait rire, c'est que on me l'a mis dans les commentaires, je savais même pas qu'il y avait ça dans le One Piece Game, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux Yunko. C'est-à-dire que t'as niveau Yunko 1, Yunko 2, Yunko 3, j'étais complètement putain, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref. Oui, en gros, Yunko 1 c'est King Katakuri, Yunko 2 c'est Smoothie Queen, Yunko 3 c'est Jack Cracker, tu vois, c'est les. C'est pas des postes, et comme quelqu'un l'a marqué dans le chat, et même les amiraux, enfin même s'ils nous sont présentés comme 3 déclinaisons, enfin surtout Kizaru, Aokiji, Akainu, ils se ressemblent d'une certaine manière. On sait pas du tout lesquels sont les plus forts, les affinités de puissance, Enfin, c'est exactement ce dont on a parlé il y a quelques semaines avec Kid et Shanks et l'eau Barbe Noire, c'est le même truc. Enfin, est-ce que ça veut dire que Kaido et Big Mom du coup sont nuls à chier par rapport à Shanks et Barbe Noire? Non, pas du tout. Shanks et... Enfin, les contextes de combat sont pas du tout les mêmes. C'était un climax à Wano. Luffy, Law, Kid se sont relevés des fois et des fois parce il y avait l'adrénaline, il y avait le truc où ils étaient aux portes de la mort. Oui, contre Shanks et Barbe Noire, ils sont arrivés sur un combat à froid et voilà, ils se sont fait détruire. Enfin, faut arrêter de se dire machin est strictement plus fort que truc. Alors, déjà ce qu'on va prendre, c'est que déjà au niveau des flottes, l'ordre, c'est pas l'ordre des flottes n'est pas en fonction du statut de la puissance. C'est plutôt l'affection qu'ils doivent avoir les uns envers les autres. Parce que je pense que Burgess est le premier qui a dû rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Et c'est peut-être pour ça qu'il est le commandant de la première flotte. Je pense qu'il y a vraiment, c'est plus une chronologie un petit peu comme ça, comme par exemple, s'il y avait une flotte au niveau des Mugiwara, eh bien, il y aurait, par exemple, la première flotte serait, enfin, le premier capitaine, ça serait Zoro, parce que c'est le premier à être rencontré. Après, on aurait Anami, Usopp, Sanji, etc. Contrairement peut-être à l'équipage de Barbe Blanche, où le numéro de flotte correspondait aussi peut-être à des rôles. C'est-à-dire que la flotte numéro 3, c'était celle c'était le cuistot, si mes souvenirs sont bons. C'est la 4. C'est la 4. Oui, autant pour moi. c'était Touch. 3, c'est Jaws.
Voilà, tu vois. Et donc, il y avait tous les trucs comme ça, un tout petit peu. Mais encore une fois, la puissance n'est pas là pour être, comment ça s'appelle, pour être mis en place. La puissance n'est pas mise en place catégorique au niveau de One Piece, parce que, encore une fois, quand on voit que Garp est un vice-amiral, mais il n'a pas la puissance normale, comme on pourrait le suggérer, d'un vice-amiral, c'est tout simplement parce que lui, il aurait pu être amiral depuis très très longtemps, mais il voulait pas avoir les responsabilités. Et même au niveau puissance, il était même au-delà de tout, parce que il était avec Roger, et je pense même qu'il pouvait avoir une puissance égale à Roger. Et tous les deux ont dû se mettre ensemble pour niquer Chebek. Et c'était ils n'étaient pas ensemble pour niquer que Chebek. C'était pour niquer Chebek et la flotte qu'il avait. Parce qu'il y Exactement. avait Arme Blanche, il y avait justement Kaido, Big Mom, il y avait Shiki, il y avait l'autre alcoolique qui a fait le David Backfight, mais enfin bref. Enfin, il y a tout un contexte, mais ce qui est vraiment très important, c'est la petite phrase, et c'est aussi pour ça qu'on fait les critiques, analyses le dimanche, c'est parce qu'on lit aussi la version officielle pour faire justement ce live, et il y a deux informations qui sont très très importantes. Premièrement, là c'est bien textuel, que Garp, il dit bien que il a perdu en puissance. C'est lui-même qui l'avoue. Il dit donc, j'ai perdu en puissance. Et ce qui est important, c'est que ça vient réconforter un petit peu la théorie que j'avais fait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un baroud d'honneur de l'ancienne génération, qui est justement Garp, qui va être là pour retenir les autres capitaines de flotte, parce que quand on avait fait ces théories-là la semaine dernière, Maxime, on ne pensait pas qu'il était là, Aokiji. Non, alors là pour le coup, là on bascule effectivement sur Aokiji. J'étais persuadé des trois manquants, donc de Katarina Devon, Lafitte et Aokiji. J'étais Oui. persuadé que si on avait un qui allait se pointer sur Egghead, c'était effectivement Aokiji. Parce que, Ouais. comme on avait dit, le rapport avec Robin, l'histoire du Buster Call qui se répète et tout. Potentiellement une explication telle qu'on l'a eu avec le flashback cette semaine de pourquoi Aokiji fait ça, entre guillemets. Donc non, là pour le coup, grosse surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, ça vient rebalancer un petit peu la bascule des forces. Parce qu'on peut dire que Garp passe, par exemple, à Juan Wolf, comment il s'appelle merde, je me rappelle plus le nom. Non, Van Shot, non, il est pas là, Van Shot. C'est Vasco Shot Ah ouais, non, lequel tu parles du sniper? Pizarro. Il y a ça, Juan Wolf, Pizarro. Il y a l'autre qui est aussi avec la Bibine. Comment Oui, il s'appelle oui, Vasco Shot. Vasco Chat, ouais, justement. Et donc, face à eux, il aurait pu temporiser pour permettre de pouvoir partir et empêcher justement les autres de pouvoir les contrôler. Sauf que là, comme tu as dit tout à l'heure, Aokiji, il a un truc de zone, il peut geler l'océan et empêcher la marine de pouvoir partir. Ouais. Moi, là, je vois un final qui serait excellent, c'est-à-dire que Garp, il dit aux autres de monter sur le bateau, et il prend le bateau et il lance le bateau. Son bateau. Le bateau avec Ça le serait chien. ouf, ouais. De Il le toute lance façon, il y a et il un reste truc pour symbolique, ouais. contrôler les autres. Et Il ce y qui serait a- génial, ça serait que ça soit Aokiji qui fasse le coup final à Garp. C'est un petit peu une sorte de remake qu'on a avec le film Z. Ouais, j'avoue, Le ça serait sorte de beau. dernier baron d'honneur. J'avoue que de toute façon, la raison pour laquelle je voyais Aokiji sur Egghead, c'était la symbolique, l'histoire, et au final, du fait qu'il reste sur la ruche pour affronter Garp, notamment à cause de Kobe. Enfin voilà, Oda crée la surprise et au final avec le recul, mais c'est même pas surprenant finalement. Enfin c'est encore plus logique que la première, enfin que la théorie qu'on avait fait. Il y a une symbolique très forte. Maintenant à voir ce que ça va donner parce qu'effectivement ceux qui sont potentiellement à Egghead, c'est donc Lafitte qui hypnotise et Katarina Devon qui comment ça s'appelle, qui prend l'apparence de d'autres personnages. Donc ça peut être très intéressant au niveau du scénario aussi à Egghead et au niveau de tout ce truc d'infiltration qui est en train de se dérouler. Et pour la ruche, effectivement, l'une de nos interrogations, je me souviens, c'était de se dire, bah attends, par rapport aux capitaines qui restent sur l'île, donc les capitaines de Barbe Noire, Garp va pas pouvoir commencer à les tabasser. Ça serait trop bizarre que Garp déglingue des capitaines de flotte alors qu'ils sont censés être des méchants pour plus tard. Et donc bah là, la solution, elle est là. Kuzan, effectivement. Maintenant, à voir, parce que malgré le flashback, les intentions de Kuzan sont encore très floues.
on va passer, justement, là, on va passer sur la deuxième partie. Je rebondis un petit peu sur les commentaires parce qu'il est important aussi de les commentaires. Je vois aussi qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a le parallèle justement de ce que j'ai dit entre Barbe Blanche et Marineford. Et il y a aussi Clément, un petit coucou à toi, qui dit que la vieillesse dans One Piece est bien mise en avant. Barbe Blanche était dans la même situation, il n'avait plus la puissance d'avant. Et il y a vraiment cette chose qui est vraiment mise en place de la part d'Ishiroda, c'est-à-dire que, et alors là, je suis vraiment en train d'extrapoler parce que moi-même, je suis en train de le ressentir parce que, encore une fois, j'ai le même âge qu'Ishiroda, mais je pense qu'à travers son manga, Ishiroda est aussi en train de transmettre quelque chose à la nouvelle génération. C'est-à-dire en disant, l'ancienne génération, elle a fait son taf, ils ont été les dieux pendant un moment et tout ça, mais ils sont un petit peu sur le déclin et il est temps maintenant de laisser la place à la nouvelle génération. Et c'est peut-être aussi une préparation que Eiichiro fait sur la future fin de son manga qui va peut-être être dans 4-5 ans et dire que bah voilà, moi j'ai eu ma puissance, j'ai eu ma technicité, j'ai eu ma façon de faire durant un moment. Maintenant, c'est à vous les jeunes de reprendre le flambeau et de y aller. Moi, je vais faire en sorte de faire un putain de baroud d'honneur de fin, d'essayer de faire un manga qui va marquer les esprits. Et maintenant, ça va être à votre tour de pourquoi pas de faire mieux. Donc je voyais un petit peu un truc comme ça aussi, un petit parallèle qui pourrait être sympa. Et c'est pour ça qu'il met peut-être plus en avant vraiment cette fin de génération qu'on retrouve vraiment énormément dans son œuvre que j'ai trouvé dernièrement. Je suis d'accord, il y a une symbolique forte maintenant. Est-ce que ça va être le sacrifice de Garp donc? Est-ce que justement Aokiji, en fonction des intérêts d'Aokiji, est-ce que jusque-là, moi j'étais persuadé que c'était un membre du Sword malgré tout qui faisait ça. Là on voit le fait qu'il ait démissionné. On l'a vu, moi c'était surtout l'argument de Drake qui m'avait conforté là-dedans. Oui. Plus que révolutionnaire, parce que le Sword reste la marine plus que les révolutionnaires. Et là, ce chapitre me fait dire, déjà j'ai trouvé Kuzan et Barbe Noire particulièrement humains, donc j'ai trouvé ça très agréable au niveau du développement de personnage. On voit Barbe Noire, voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'entraîner quelqu'un, de stimuler, de l'emmener avec lui dans son projet, dans son rêve, et ça je trouve que c'est un super intéressant pour sa future opposition avec Luffy. On voit que Kuzan c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être en colère, hein, c'est bête à dire, mais jusque là on voyait que c'était le mec tranquille, qui chill et tout, mais on voit que ce qui s'est passé avec Akainu, ça l'a profondément marqué, physiquement évidemment, mais mentalement surtout. Et là, j'ai beaucoup aimé dans cette discussion en fait de voir ce qui était capable de ressortir, parce que cette discussion est quand même totalement ouf. C'est un empereur qui est en train de parler à un ex-amiral sur une île, ils sont en train de picoler tous les deux, alors que tous les opposent à l'origine. Et là, je suis en train de me dire, mais... Alors, c'est clair qu'Aokiji a quelque chose derrière la tête, puisque je reste convaincu que ce qu'il a dit à Smoker, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il mène toujours la justice telle qu'il l'a toujours vue, il n'a pas changé à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut avec Barbe Noire? C'est ça le truc. Et je me dis... Arrête-toi 5 minutes. Maxime, oui. Remets dans le contexte, parce qu'il y en a qui ont peut-être pas, qui connaissent peut-être pas ou qui vont regarder la vidéo, la justice, dans le contexte, quand il en parle à Smoker, c'était à quel moment? Quand justement, quand à la fin de Punk Hazard, Smoker est toujours sur l'île, Doflamingo arrive pour se venger de l'équipage de Luffy qui est déjà parti, je crois, à ce moment-là. Et donc, Doflamingo arrive, chope Smoker, évidemment il l'éclate, surtout que Smoker est mal en point. Et au moment où Doflamingo va tuer Smoker, Aokiji intervient et gèle Doflamingo. Et donc Doflamingo il lui discute, il lui dit alors, il fait des sous-entendus à Barbe Noire et tout, mais à ce moment-là on les comprend pas, on n'a pas toutes les clés. Et voilà. Après Aokiji et Smoker discutent, et Aokiji rassure Smoker en lui disant écoute, je fais plus partie de la marine, mais j'ai pas changé, je défends toujours la même idéologie de la justice. Donc voilà, ça pour moi c'est la phrase principale à garder d'Aokiji, la phrase la plus honnête du Aokiji d'après les 2 ans, je pense, sur laquelle on peut se baser. Et qu'on retrouve dans le flashback quand justement Barbe Noire lui explique qu'en vérité les pirates c'est pas qu'une bande de potes qui sont en train de faire les cons sur un océan. C'est que si tous ces idiots entre guillemets ont rejoint ma flotte, c'est parce qu'il y a une même vision du monde, et lui il explique que dans le monde que lui il veut créer, il y a une certaine vision de la justice qui sera peut-être en corrélation avec celle de Aokiji. Et quand tu vois la case d'Aokiji avec le découpage au niveau de sa tête, avec les petits traits qui font voir qu'on bascule du flashback sur le temps présent, ça montre bien que Barbe Noire a réussi, à travers un dialogue, à amener Aokiji dans son équipage.
Et ça vient Exactement. et c'est pour ça le truc de la théorie qui vient d'être mis en place, parce que on pense tous que justement Aokiji est toujours un membre du SWORD de la marine qui est là en infiltration au niveau d'un empereur, comme l'a été Diaz Drake au niveau de Kaido. Eh bien, on se dit, mais mon Dieu, quoi. Peut-être que Aokiji est là de son plein gré et va être capable de un ancien maître, parce que sa vision de la justice et le projet final qu'il a en tête mérite peut-être ce sacrifice. Exactement, et c'est ce que je me dis. Je me dis en fait peut-être qu'il est pas là en infiltration, ou en tout cas pas là pour une organisation. En fait, peut-être que effectivement, il a clairement l'air malgré tout d'avoir quelque chose derrière la tête. Enfin, ça reste Kuzan, ça reste le mec qui a permis à Nico Robin de s'enfuir parce que il croyait en un idéal, il croyait en les paroles de son ami Saoro, il croit en la justice de Garp. Donc je vois pas Kuzan tout renier d'après sa Non. défaite, et surtout par rapport au discours qu'il tient, et d'aller servir de manière complètement premier degré Barbe Noire, qui se cache pas de vouloir conquérir le monde, qui lui a exposé son plan de vouloir faire intégrer la ruche en tant que royaume officiel. Donc ça cache clairement une grosse dinguerie derrière. Enfin, le Barbe Noire a fait plein de dingueries que Kuzan ne peut pas cautionner, je pense, en temps normal. Donc si il s'est rallié à Kuzan, c'est qu'il a un intérêt commun. Ça, pour moi, c'est presque clair. Mais maintenant, je me dis que peut-être que Aokiji, c'est un intérêt qu'il a que pour lui, c'est-à-dire qu'effectivement, son passé dans la marine, il a perdu. Il s'est dit, bah écoute, moi j'ai ma vision de la justice, c'est pas celle que va défendre la marine, donc fuck. Nous, en tant que lecteurs, les révolutionnaires, ça peut paraître le truc le plus facile, mais peut-être qu'il n'y a pas le lien, ou peut-être que Aokiji s'est pas reconnu en les révolutionnaires, ou peut-être qu'il a rencontré Barbe Noire avant les révolutionnaires, et que du coup, il n'y a pas eu l'opportunité de rejoindre ce groupe de révolutionnaires, je ne sais pas. En tout cas, je me dis, voilà, les paroles de Barbe Noire l'ont convaincu, et s'est dit, je pense qu'un peu à la manière de Teach, qui recherchait le fruit des ténèbres, et qui s'est dit qu'il allait intégrer l'équipage de Barbe Blanche, parce que c'était là où il avait le plus de chances de tomber dessus, et bien peut-être qu'en y réfléchissant, Kuzan s'est dit, voilà, moi de mon expérience, ma justice, j'ai besoin d'en savoir plus, notamment par rapport au siècle oublié. Et donc c'est avec Barbe Noire qui est clairement, activement en train de chercher le One Piece, par exemple contrairement à un Kaido ou à un Big Mom qui défendent une institution établie et qui était assez passif depuis une vingtaine d'années, visiblement ça sera avec Barbe Noire que j'aurai le plus de chances de mettre la main sur les secrets du monde, ou en tout cas une partie des secrets du monde. Là, je vois un commentaire. C'est quoi l'intérêt commun entre Barbe Noire et Aokiji? Franchement, j'aurais pas eu le chapitre qui était présent, qu'on a lu là. J'aurais dit que Barbe Noire et Aokiji, ils ont rien en commun. L'inconvénient, c'est que là, on voit bien tel qu'a été fait le découpage des cases et tel qu'a été mis le storyboarding en place. Tu vois bien que Aokiji a changé d'avis suite à ce que lui a dit Barbe Noire. Et là où ça va même encore plus loin, c'est que ça m'a fait changer de vision sur Barbe Noire. Et comme je l'ai dit pour ceux qui ont regardé ma réaction live, je me suis dit, là, Ichiro Oda est en train de montrer que Barbe Noire n'est pas le méchant n'est pas le véritable méchant. Ça, on le pense quand même depuis longtemps, mais ce n'est pas le véritable méchant de One Piece. Et on reprend encore une fois comment se sont rencontrés Luffy et Barbe Noire au tout début. Il y a une opposition au niveau des goûts qu'ils ont, mais ils ont une vision commune des rêves. Et donc, ce qui se passe entre Luffy, parce que je vois que certains ils ont dit, mais pourquoi Aokiji n'aurait pas rejoint l'équipage justement de Luffy? Parce qu'il aurait pu le rejoindre, parce que ils se sont rencontrés avant Water 7, et il a il a congelé Robin, il s'est passé un truc, mais il l'a pas fait prisonnier pour l'emmener au gouvernement mondial. Et donc, on pourrait dire, oui, il y a encore ça qui est en tête, donc peut-être que, vu qu'il reconnaît une certaine valeur à Luffy, et qu'il veut la fille qui l'a marqué étant jeune au niveau d'Ohara, justement venir, on voit qu'il y a encore dans le flashback, on voit encore qu'il y a des liens justement dessus, et là on aurait pu se dire, il a plus mentalité à aller au niveau de l'équipage de Luffy. Sauf que Luffy, il est peut-être trop gentil pour changer le monde d'une certaine manière, alors que Barbe Noire, lui,
a il est capable et il a peut-être l'esprit et le machiavélisme pour changer, c'est-à-dire, c'est la finalité de la chose. Et encore une fois, ils reprennent bien le nom de justice. Ça va être la justice qu'ils vont mettre en place par rapport au monde. Et peut-être que, justement, le Barbe Noire veut destituer, pourquoi pas, le gouvernement mondial en obtenant le One Piece. Il y a toute une chose comme ça Il y qui a est importante. clairement un truc, ouais. Et Une de toute profondeur. façon... Oui, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Non, je voulais juste rebondir sur effectivement ce que tu disais, sur le fait que Barbe Noire sera pas le méchant final. Pour moi, ça sera le pirate final, et donc le rival. Mais le vrai méchant, ça sera le gouvernement, c'est quasiment sûr. Oui. Et que, effectivement, là, je trouvais que ce chapitre, et déjà, les chapitres commençaient à montrer Barbe Noire ces dernières semaines, mais là, ce chapitre, je trouve qu'on montre un côté vraiment humain de Barbe Noire que j'ai beaucoup aimé, dans le sens où, alors, c'est un crevard, voilà, le mec est prêt à laisser crever ses Nakama et tout, c'est d'ailleurs là-dessus qu'il va s'opposer à Luffy, puisque c'est vraiment c'est des vrais opposés, je pense, Luffy et Barbe Noire, ils ont autant de points communs que de points de vraie opposition, c'est ça qui va, je pense, faire le sel de l'arc où ils se seront opposés. Mais là, effectivement, on commence à le traiter comme un vrai personnage, et c'est ça qui est fort, parce que, enfin, j'ai trouvé, Barbe Noire est très intelligent, donc effectivement, j'ai vu des commentaires tout à l'heure dire et Barbe Noire par rapport à l'alliance avec Kuzan. Je pense que Barbe Noire garde d'un certain côté en tête que Kuzan peut le trahir et que c'est pas n'importe qui dans son équipage. Enfin, si Kuzan trahit, il peut faire des gros dégâts, c'est clair. Donc je pense que ça, il le garde en tête d'une certaine manière, à mon avis, vu comment c'est un mastermind. Mais j'ai trouvé que Teach était super sincère dans sa demande à Aokiji, dans le sens où, contrairement à tous ces Nakama et tout ce qu'on pourrait dire, parce que même nous, lecteurs, on se dit, mais attends, mais il y a Aokiji dans l'équipage de Barbe Noire, lui, Barbe Noire, il se dit, attends, on s'en fout que ça soit un ancien amiral, juste, il a un rêve, il a une idéologie, il a un truc, si nos intérêts sont en commun, eh ben viens avec moi, mec, moi j'ai des rêves, je veux faire des trucs, je veux accomplir des grandes choses, qu'est-ce qui concrètement nous empêche de faire un bout de route ensemble? T'es un ancien amiral, mais tu l'es plus, on s'en fout. Et donc à partir du moment où tu dis oui, il n'y a pas de raison de se tuer l'un l'autre et tout, il y a un moment où effectivement les intérêts sont peut-être plus les mêmes, et Teach en a conscience, et c'est à ce moment-là qu'il devra affronter, tuer, voler les pouvoirs d'Aokiji, à mon avis, parce que ça reste quelqu'un de fourbe. Mais en attendant, voilà, enfin, je trouve que la sincérité qu'avait Teach dans ces cases est vraiment parlante, de se dire, voilà, c'est un pirate dans presque la vision la plus pure avec Luffy de ce qu'on peut avoir dans One Piece. On va reprendre un peu de théorie des bons trucs. Barbe Noire est pragmatique. Il y a aussi le lien Barbe Noire jusqu'à où par rapport à tuer des doyens ou aller jusqu'à Insama. Après, est-ce qu'à la fin, il n'y aurait pas un retournement de veste ou autre chose? Ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est quelque chose qui nous a été montré depuis longtemps, le monde de One Piece, contrairement peut-être au monde de Dragon Ball, n'est pas un monde manichéen. Il n'y a pas les gentils et les méchants de l'autre côté. C'est pour moi, par exemple, je vois l'équipage je vois Barbe Noire et Luffy, une même pièce, mais les faces opposées. C'est-à-dire qu'ils ont un même désir, le désir d'atteindre le One Piece. Et là, ce qu'on vient de voir avec Kid, ce qu'on vient de voir avec Law, c'est peut-être avec Shanks, justement, ceux qui sont le plus proches, justement, de réussir ça. Et pour revenir justement à Aokiji, je pense qu'une fois que Aokiji a quitté le gouvernement, a quitté la marine, qu'il y a eu le combat justement contre Akainu, et il a la haine longue envers Akainu, parce que même un an plus tard, il a toujours les nerfs. C'est quelque chose de fou. Et il a peut-être les nerfs parce que peut-être qu'il avait peut-être pensé qu'en devenant amiral en chef, parce qu'il a voulu le poste d'amiral en chef, c'est pour ça qu'il a fait le combat contre Akainu. Ouais. Il pensait justement pouvoir changer la marine et pourquoi pas avoir un accès pour changer le gouvernement mondial. Être une autre vision, justement, comme il disait, de la justice. Et je pense qu'une fois qu'il a quitté, ça a dû revenir aux oreilles de Dragon. Et je pense qu'on aura peut-être un jour un flashback comme quoi que Dragon a contacté justement Aokiji pour essayer de l'amener peut-être pour faire partie des révolutionnaires, et que Aokiji n'a peut-être pas trouvé ce qu'il cherchait dans les révolutionnaires. Peut-être, ouais, il y a peut-être ça, peut-être qu'il a cherché trop long, méthode qu'elle n'est pas. Ouais, non, il y a plein de trucs. Parce que de toute façon, en fait, là ce qui est aussi pas mal de la part d'Oda, on va dire, et un peu frustrant, c'est que il nous a lâché une grosse bombe quand même. Parce que personnellement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait
les explications et carrément un flashback comme ça sur Aokiji qui rejoint Barbe Noire. Et en même temps, les motivations de Kuzan sont toujours plus ou moins floues, autant que ce qu'elle était, voire plus que ce qu'elle était avant ses explications finalement. Ouais. Là, le clochard de Cray, il a mis plusieurs fois. Non, je pense pas par contre qu'on ira jusqu'à un Teach qui va se sacrifier pour Luffy. Mais je pense que. Non, il reconnaîtra sa défaite par contre, selon moi. Oui, il y a un truc qui va se passer. Et on en parlera aussi tout à l'heure par rapport à Halo, qu'est-ce qui va devenir après, ce qui va rejoindre la Cross Guild et tout ça. On en parlera pas parce que je vois qu'il y a des questions qui ont été posées, mais ça on en reparlera après. Parce que là, on est toujours dans le flashback avec Aokiji. Donc Aokiji, là, on a parlé un petit peu de ses ambitions et tout ça, mais ce flashback a remis aussi en place une autre question qui est vraiment très bizarre, c'est les rots de poneglyphes. Et c'est quelque chose, j'en ai parlé tout à l'heure à Maxime, et c'est quelque chose que j'ai parlé il y a très très longtemps. Comment ça se fait qu'une fois que le gouvernement mondial pensait que personne ne pourrait atteindre Raftel, enfin Loftel, pour atteindre le One Piece. Il faut imaginer ça depuis 800 ans. Personne n'a réussi à l'atteindre. Et il n'y a seulement que Roger qui a réussi. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Comment ça se fait qu'une fois que Roger a atteint l'île et qui avait besoin des 4 road poneglyphes pour y aller, et c'est Shiryu de la Pluie qui le dit justement, comment ça se fait que la marine, le gouvernement mondial, même sans la marine, le CP, tout simplement, il n'y ait pas une division qui a été prendre une road poneglyph, soit à Kaido, soit à Big Mom, ou soit au Minx, ou soit à la 4e personne. Parce que s'ils contrôlent, s'ils ont une road poneglyph dans les sous-sols de Marijoa, là où c'est congelé, il n'y a plus aucun pirate qui peut atteindre comment ça s'appelle le One Piece. Effectivement. Est-ce que non, on sait où il était en fait, ce 4e road poneglyph. On sait qu'avant il était sur l'île des hommes poissons, donc il n'a jamais appartenu au gouvernement mondial. Ce qu'on sait pas, c'est où il a été transporté et par qui, et avec quelle chronologie. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a directement été transporté de l'île des hommes poissons à l'endroit où il est actuellement, ou est-ce qu'il a transité par d'autres trucs entre-temps? C'est un gros mystère. Est-ce que c'est, je me rappelle plus, c'est dans le flashback de Roger qui sont au courant qu'il y en a un sur l'île des hommes poissons, et après justement il y a un qui dit moi j'en ai un aussi ici, puis comment il s'appelle, Oden il dit moi j'en ai aussi un là-bas. C'est comme ça que ça se fait. Oui, parce que celui de Kaido, c'est celui de Wano, donc celui d'Oden à la base, et on sait qu'il n'a pas bougé, puisqu'il est enfermé dans les trucs, et que Kaido, il y a eu accès par Jack qui a pu aller sous l'eau, sous la flotte. Mais en gros, le poneglyph n'a pas été bougé. Voilà. Celui des Minx, a priori, il n'a pas bougé non plus, puisqu'il était enfermé chez les Minx, et on a la confirmation avec tout ce qui s'est passé que du coup, le poneglyph des Minx et celui de Wano, donc celui qui était anciennement sous le contrôle de Kaido, c'était des poneglyphes, donc des clans alliés au Odi, du coup, et à Joy Boy. Les deux plus mystérieux, c'est celui de Big Mom et celui qui... Enfin, même pas, parce que celui de l'île des hommes poissons, en soi, c'était aussi un clan allié de Joy Boy, vraisemblablement, surtout au vu de la lettre sur le poneglyphe qu'est laissé que Robin lit avec Poséidon. Pas avec Poséidon, avec Neptune, pardon. Donc, on sait que ces trois-là étaient là, donc on sait effectivement que le 4e road poneglyph manquant, a priori, c'est celui de l'île des hommes poissons, puisque Big Mom explique que Roger lui avait aussi volé les informations de son road poneglyph, donc c'est 2 poneglyphes différents. Mais effectivement, par contre, le road poneglyph de Big Mom est par contre bien plus mystérieux, parce que lui, il semble avoir été déplacé de quelque part, et on ne sait pas d'où. Big Mom, elle l'a eu après que Roger ait découvert le One Piece. Je crois pas, parce qu'il me semble que Big Mom, il y a un moment, elle dit quand Luffy justement pénètre sur l'île au début de Whole Cake et qu'elle sait que son poneglyph est en danger, elle dit à ses soldats qu'elle veut pas que ça se reproduise comme il s'est passé avec Roger. D'accord. Ok. Parce que là, je vois Kevin qui dit que pour moi, la marine en a récupéré une, c'est obligé. Mais est-ce que l'homme à la cicatrice n'est pas un membre de la marine en 20 ans et a pu le changer de main le dernier? Non, je pense pas. Je pense que c'est... Encore une fois, on a vraiment énormément de problèmes avec la chronologie, parce que tout à l'heure, on a repensé que par rapport à l'homme à la cicatrice, on avait pensé que c'était 10 euros. 10 euros qui a rejoint, entre guillemets,
enfin, qui a un lien avec Vegapunk et qui a un lien avec justement Dragon, mais ça s'est passé après le Buster Call qu'il y a eu sur Ohara, qui s'est passé il y a 24 ans. 22 ans même. Il y a 22 ans 22 ans. Et donc, 22 c'était ans après... avant l'ellipse. Oui, oui, donc 24 ans par rapport à maintenant. Non, c'est 22 ans après l'ellipse, puisque Robin avait 8 ans lors du Buster Call, et que Ok. quand elle rejoint Luffy, elle en a 28. Ok, d'accord. Eh ben, Ok, tu as putain, dit avant l'ellipse, avant le début du live. C'est pour ça que je me suis... Ah pardon, eh ben, je me suis gouré. Non, Non, c'est pas 22 toi, ans maintenant. Hervé. Ah, Hervé, d'accord. Non, toi, tu peux pas te tromper. Bref, reprenez votre truc. Et, voilà, mais enfin, voilà, c'est trucs. Et justement, là, on reprend un truc parce que je le vois là et c'est ce qu'on a parlé aussi. C'est pour ça que Big Mom, elle a le poneglyphe, puis elle cherchait justement quelqu'un pour lire les poneglyphes. Et c'est justement merde, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai plus son nom. Pudding. Et c'est pour ça que Barbe Noire est dans la phase finale là. C'est-à-dire que Barbe Noire, là, va aller chercher les rots de poneglyphes. Parce qu'encore une fois, le dialogue qu'on a sur les rots de poneglyphes, c'est par rapport au flashback. Cependant, là, il a dû, avec ce qui s'est passé au niveau de l'eau, il a dû obtenir des copies de rots de poneglyphes. Et si, il doit aussi avoir des infos sur la temporalité pour aller obligatoirement sur Loftel, parce que Roger, il dit, je suis arrivé trop tôt. Donc je pense qu'il doit avoir les informations de savoir quand y aller, et il sait que c'est dans pas longtemps, et donc là il a dû aller chercher Pudding pour commencer à lire les poneglyphes. Exactement. Je vais refaire Vas-y. ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Je vais essayer d'être clair parce que c'est pas super facile à piger, surtout quand je l'explique. Mais alors, c'est aussi basé sur une part d'interprétation de l'histoire parce que je crois que Oda donne jamais vraiment le détail. Mais en gros, donc on sait que Luffy a l'euro de poneglyph des Minx, qui était là. Il a l'euro de poneglyph, ensuite de Big Mom qu'il a volé à Whole Cake, enfin que Brook a volé à Whole Cake. Et enfin celui de Kaido qui est sur Wano, puisqu'ils l'ont eu. Donc ça, on sait que Luffy lui manque que le 4e poneglyph, celui de l'homme à la cicatrice de feu. Ensuite, et c'est pas pour rien que Law et Kid sont tombés précisément sur ses adversaires, puisque les 3 derniers pirates à la course sont, aux surprises, Barbe Noire, Shanks, Luffy, et potentiellement Baggy, qui, en tant que gros troll, va se retrouver là sans avoir besoin des rots de poneglyph. Mais bon, c'est un autre débat. Bref, Law, on sait sûr qu'il a l'euro de poneglyph des Minx, puisqu'il était là avec Luffy, et donc de Kaido, puisqu'il était là avec Robin, quand le père de Oden leur explique. Donc ça veut dire que ces 2 poneglyphes tombent entre les mains de Barbe Noire sûre. Je ne pense pas que Law ait obtenu celui de Whole Cake, parce que même s'ils ont partagé à la fin de Wano, je vois pas pourquoi Robin et Luffy se décideraient à filer le rot de poneglyph de Big Mom, alors que Law était pas du tout mêlé à cette histoire de Whole Cake. Mais on sait que Barbe Noire a la possibilité de l'obtenir, puisqu'il a été Kuzan et Van Ogre ont été chercher Pudding sur l'île. Donc je me doute que s'ils se sont infiltrés pour Pudding pour lire les rots de poneglyphes et les poneglyphes, ça ne me surprendra pas qu'ils aient fait un crochet par la salle au trésor. Surtout avec les pouvoirs en leur possession. Ouais, donc ils ont aussi le rot de poneglyphe de Big Mom. Voilà, donc ils auraient également les 3 rots de poneglyphes, et donc de par Kuzan pour commencer, et les infos de Teach qui datent déjà d'il y a 1 an, puisqu'on vient de le voir dans le flashback, ils ont la piste pour trouver le 4e et dernier rot de poneglyphe de l'homme à la cicatrice de feu. Pour Kid, on sait qu'il a de sources sûres le poneglyphe de Kaido, puisque Law lui file pour qu'il soit égalité au départ de Wano, et très probablement, il me semble, de ce que j'ai compris, celui de Big Mom, puisqu'on sait que Kid s'est infiltré sur l'île de Big Mom, que tout le monde l'a déclaré comme ayant perdu et qui s'est fait botter le cul, mais que il a bel et bien confirmé qu'il n'allait pas pour affronter Big Mom et qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Et donc si c'est bel et bien ça, ça voudrait dire que Shanks, en battant Kid, obtient celui de Kaido et de Big Mom, que de par son rôle d'ancien membre d'équipage de Roger et donc de connaissance de Nekomamushi Inuarashi, il a un accès au 3e des Minx, puisque ça m'étonnerait pas que Shanks ait un jour été faire un tour sur l'île des Minx, enfin sur Zunisha, et qu'ils aient tapé la Cosette, qu'ils aient tapé une grosse beuverie, et qu'ils aient fini par lui montrer le rot de poneglyphe. Ça ne me surprendrait pas du tout. Donc, les 3 empereurs actuels sur 4, les 3 derniers dans la course au One Piece, il ne leur manquerait plus que tous les 3
le road poneglyph de l'homme à la cicatrice de feu, ce qui fait qu'on est sur la dernière ligne droite de la course et que l'intérêt c'est qu'il leur manque chacun un seul road poneglyph et qu'il leur manque le même de manière à ce qu'ils se précipitent justement pour pouvoir l'obtenir et devancer les deux autres. Donc, Voilà, ça veut je dire- sais pas si j'ai été clair, mais Et il y en a qui t'avaient devancé parce que oui, en effet, le but final, c'est que là, on est dans la ligne droite, une sorte de Royal Battle pour aller trouver justement le dernier road poneglyph qui manque. Le dernier road poneglyph qui manque, le seul problème que j'ai, c'est que Shanks fait partie de l'équipage, a fait partie de l'équipage de Roger. Roger, à un moment, juste avant qu'il parte, que l'équipage soit dissous, on voit qu'il dit quelque chose à Shanks. Et donc, j'imagine mal que le dernier road poneglyph, c'est-à-dire que Shanks sait où sont les 4 road poneglyphs. Parce que là où il n'a pas pu aller, c'est l'étape finale sur le lieu. Mais le lieu, ils avaient déjà les coordonnées du lieu, vu qu'ils avaient trouvé les road poneglyphs. Ça voudrait dire que la personne à la cicatrice est le dernier gardien de la road poneglyph et que Shanks n'a pas accès à ce gardien. C'est pour ça que là, je vois depuis tout à l'heure la théorie comme quoi que le dernier gardien ou le mec à la brûlure, ce serait peut-être Scooper Gavan. Mais Scooper Gavan étant un membre de l'équipage de Roger, est obligatoirement en un bon lien avec Shanks. Comme Shanks, on imagine qu'il a un bon lien avec, comment ça s'appelle, avec Rayleigh. Mais ce que tu dis, ça fonctionne aussi avec Aguard d'Issaoro, parce qu'en soi, s'il est sur Elbaf, Mais on c'est voit ça, que Shanks est sur Elbaf, et donc pourquoi Shanks n'aurait pas accès à ce quatrième et dernier road poneglyph? c'est Il y ce a, que je il voulais y a dire. aussi ce questionnement-là, effectivement. C'est là-dessus que j'allais. Après, je disais, donc, si Shanks a besoin de trouver le dernier road poneglyph, obligatoirement, vu qu'il est sur l'île d'Elbaf et qu'il a des liens justement avec Zoro, ça ne peut pas être lui, le mec à cicatrice. Et de ce fait, ça reprend mieux la théorie de Dragon que si c'est lui qui a le dernier, qui a gardé qui a le road poneglyph, dans son optique de détruire le gouvernement mondial, peut-être que le One Piece serait un trop grand cataclysme à gérer en plus de la destruction. Ou lui, il est peut-être au courant de la finalité du One Piece et que le One Piece serait un danger peut-être pour le monde. En Peut-être, fonction de ouais. qui le posséderait. C'est très Parce que mystérieux. Ouais. peut-être que c'est le One Piece, si c'est Roger qui va dessus, c'est une bonne chose. Si c'est Luffy qui va dessus, c'est peut-être une bonne chose. Mais si c'est quelqu'un, imaginons Barbe Noire, qui va avoir le One Piece, c'est peut-être dangereux. Si le gouvernement mondial arrive à avoir le dernier road poneglyph et arrive par Imsama à avoir le One Piece, c'est peut-être dangereux pour le monde. Et donc, Dragon étant révolutionnaire, en plus de vouloir détruire le gouvernement mondial, veut aussi être le garant de la puissance qui peut être déchaînée au niveau du monde. Et l'homme à la cicatrice, pour moi, c'est peut-être justement Dragon. Et ce qui serait dingue, c'est que imagine on va pas partir dans une confrontation, mais imagine un dialogue, imagine une case entre les deux mecs les plus énigmatiques de One Piece, c'est-à-dire Shanks et Dragon, mais ça serait un truc de fou, quoi. Ah, clairement. Clairement, c'est super mystérieux. Après, je vois des commentaires qui rejoignent sur ce que je disais en off avant qu'on commence. Je suis d'accord aussi sur le fait que si c'est Dragon, en fait, moi je trouve ça un peu trop facile pour Luffy puisque c'est son père. Alors ça veut pas dire qu'il lui donnera parce que c'est son père et qu'il aura le même truc, mais ça me donnera un peu trop la sensation qu'on a trouvé le dernier place de Luffy en fait et qu'il l'obtient comme ça facilement. Et ça désamorce un peu, je trouve, ce truc d'aller le chercher, d'aller le trouver, la quête vraiment de l'aventure. Et c'est ce truc qui me gêne. Ou peut-être effectivement que Shanks va avoir l'avantage, effectivement, et que Shanks va être le premier à partir sur l'île, et que Barbe Noire va le suivre, et que finalement, ça me surprendrait pas que Luffy soit le... Parce que là, ça fait 1 an que Barbe Noire commence déjà au moins à tâter un peu sur la cicatrice, sur l'homme à la cicatrice. Peut-être qu'il a déjà une piste, et que Shanks et lui, on se retrouvait à être en même temps à aller choper le road poneglyph, en fait, ou en tout cas, on se retrouvait en même temps sur les coordonnées des 4 road poneglyphs, et que Luffy arrivera lui après. J'ai 2 commentaires. J'avais un commentaire de Va avec. Si c'est Dragon, pourquoi en faire un mystère? On le connaît déjà, ça sert à rien de le cacher.
et ça rejoint le commentaire de Caps, gros coucou à toi. Dragon a passé 2 ans avec Robin, c'est peu probable, non. Et bien justement non, parce qu'on a remarqué qu'ils sont au courant que l'information, c'est ce qui est de plus important. Au niveau des révolutionnaires, c'est ce qui est de plus important. Ils connaissent l'histoire de Robin. Ils savent que Robin a été sauvé par 10 euros. Dragon est au courant de que 10 euros est vivant. Pourquoi il l'a pas dit à Robin pendant les 2 ans? Pourquoi tu pars du principe qu'il est au courant? Hein? Pourquoi tu Bah pars parce du qu'il principe qu'il est au est courant? Vegapunk. Dans le flashback, Vegapunk est présent. Quand ils arrivent et que les autres ils retirent de l'eau, les géants, quand ils retirent les livres d'Elbaf, il dit justement que c'est un géant qui était présent, qui a permis ça. Dragon est au courant par Vegapunk. Effectivement, ouais, alors. Et Dragon est comme un maître du jeu, mais par rapport à un jeu d'échecs. Selon Dragon, le monde est un jeu d'échecs. Si t'as pas besoin d'avoir l'info, tu n'auras pas l'info. Et Oui, il mais- déplace comme il veut. Ça veut pas dire qu'il est au courant que Robin connaît Saoro. Ce serait plus pour ça qu'il lui a pas dit, je pense. Pas Non. qu'il lui a pas dit, c'est que juste il n'y avait pas à le dire en fait, à mon avis. Dans le flashback durant les livres des 2 ans, il y a un truc comme quoi que Robin allait dans le sort de chariot de la diligence des révolutionnaires, et les révolutionnaires ils disent qu'ils ont un œil sur elle et qu'ils la connaissent. Oui, mais pas depuis Ohara, je pense. Ils connaissent 10 euros. Il a dû parler avec. Il a bien dû parler que Aokiji a dû libérer une, comment ça s'appelle, Ouais, c'est a dû très libérer une bizarre. petite fille. Il a peut-être même, on peut imaginer que 10 euros a dû demander aussi à Dragon de protéger la petite fille. Mais non, moi je vois comme ça. Moi je vois comme ça. Très Et bizarre, ouais. J'avoue que là, j'avoue que je suis un peu perdu. Je sais pas trop quoi penser. non, Alors, je- il y a Tu Chinois vois, qui nous dit aussi qu'on a sauté la case où on parle du FDD de l'homme à la cicatrice. oui. Oui, bah oui, le fruit du démon, je peux Qui encore aurait prendre. potentiellement des pouvoirs, oui. Oui, voilà. Mais tu vois, autant on parlait de. Il y a eu la théorie de Shanks Mastermind. Ouais. Comme quoi, elle a été annulée, cette théorie, depuis très très longtemps. Par contre, un dragon Mastermind, moi, tel que je vois Dragon est capable de sacrifier Luffy si ça peut sauver le monde du gouvernement mondial. Lui, il a aucun Ouais. état d'âme. À un moment, on le voit quand il y a un flashback de Sabo. À un moment, il y a Sabo qui. Il n'y a pas Sabo qui dit quelque chose par rapport à Luffy et tout ça. T'es son père, t'as jamais réussi à lui reparler. Il y a un truc comme ça. Et Dragon, il a jamais parlé de son. Ou c'est alors, comment elle s'appelle, Ivankov qui en parle. Mais je sais qu'il y a énormément de trucs. Dragon, il est marqué, il est présenté, c'est l'archétype du mec manipulateur. Dragon, Merci, Peter. Dragon, ouais. en Merci. fait, c'est un mec Scorpion, manipulateur. Hein. pour une bonne bière. Ah ouais, c'est un putain de manipulateur. À un moment, quand il y a l'information que Sapo est mort à travers l'île qui se fait détruire, c'est le seul qui reste de marbre. Ouais, je sais pas. Je sais pas si. Enfin, moi, j'ai plus l'image de Dragon comme un leader qui est vraiment pacifiste à la base, mais dans un manipulateur dans le. Je sais pas, un stratège, ouais, mais manipulateur, carrément, je sais pas. Ça correspond pas à l'image que j'ai de Dragon. Mais un stratège qui va savoir à qui donner une info et pas donner notre info à une autre personne. S'il était aussi puissant que ça, il aurait pas besoin de se cacher et de planquer comme ils le font. Quand je parle de puissance, je parle d'influence et de. Il faut qu'il fasse, il faut qu'il soit, il faut que le monde, il faut que le gouvernement, parce que l'ultime, encore une fois, là on est dans de la géopolitique. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, ils ont le CP0, ils ont, comment ça s'appelle, garde, tout simplement, Stussy, qui a réussi à être infiltrée aussi longtemps. Et elle faisait partie d'une cellule des agents secrets au niveau du gouvernement mondial. Les gouvernements mondiaux, et ça a été dit que c'est Dragon qui est le plus dangereux au niveau de la rêverie où il y a Vivi qui est jeune.
Voilà. Donc c'est lui l'ennemi numéro un. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas tout montrer au grand jour, qu'il a besoin. Parce que lui aussi, il attend un moment T pour attaquer le gouvernement mondial. Ah oui, Et je pense que ça, je suis d'accord, c'est le plus dangereux, mais par rapport à ce truc d'avoir de cacher les trucs par rapport au road poneglyph et tout, je sais pas, je trouve que ça colle pas. J'ai du mal à voir. Après, effectivement, cette histoire de bateau noir et de tourbillon, mais je sais pas, c'est du bait. Enfin, ça me paraît gros à avaler quand même là d'un coup pour que ce soit Dragon. Je sais pas. J'avoue que. Bah, salut du Québec déjà aussi. Et c'est vrai que tout à l'heure je me suis très très mal exprimé. J'ai pas voulu dire manipulateur, mais je veux dire plutôt un stratège. Quelqu'un qui, quand tu vas jouer aux échecs contre lui, il va avoir au moins 10 coups d'avance. Si vous regardez Kingdom, c'est les généraux au niveau de Kingdom. Ouais, il y a ce côté-là, mais je sais pas, Dragon n'a jamais donné. Il est malin, il sait où aller, mais de là à avoir des coups d'avance. Oui, ah oui, oui, oui. Oui, oui, je pense que oui, oui, au niveau des informations, je pense qu'il non, 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 non. C'est moi, je pense que Dragon, il a un level au niveau de la mise en place des stratégies qui doit être. Il met des stratégies en place sur plusieurs années, c'est sûr et certain. Moi, je le vois comme ça. Bah Ouais, après, personnellement, je le vois comme Jared dans Le Caméléon, la série. Le mec qui a la capacité de s'adapter tellement facilement qu'il donne la sensation qu'il a les informations à l'avance. ou alors on peut dire que Dragon, il est comme Ishiroda. Il connaît le Voilà. script. Voilà. Et par contre, là, on va quand même y aller parce qu'il est déjà moins 10 et on n'a pas parlé de l'eau. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, pour conclure, je pense juste c'est. Enfin, c'est un peu comme ce qu'on a sur le passé d'Aokiji, finalement, ça nous donne des éléments. Et au final, on est presque encore plus dans le flou qu'avant parce que les éléments nous permettent juste d'avoir d'autres hypothèses, mais pas de répondre à d'autres. Alors voilà, encore une fois, il nous a foutu un flashback et le flashback a posé plus de questions qu'il a donné des réponses. Et ça, c'est lourd. Alors, et là, j'ai vu aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus que l'eau se fasse autant avoir par Barbe Noire. Alors, je vais te laisser le dire. Ne sous-estimez pas. Barbe Noire, évidemment. Bah, alors déjà tu vois, même ça m'a même pas choqué. Vu le sort qui arrive à Kid, c'était sûr à 100% que l'eau allait perdre. Et là, il y a carrément une tête miroir avec le bateau qui explose, enfin qui est détruit. La seule différence étant qu'effectivement, Beppo sauve l'eau. Ça montre qu'effectivement, Oda a des projets pour le personnage potentiellement liés ou pas à son OP Nomi. En tout cas, il y a un truc. C'est aussi là, je trouve, la vraie différence qui fait que je trouve que Kid est un petit peu été gâché par Oda en termes de rivaux à la course One Piece, dans le sens où l'eau, au final, même s'il veut plus vraiment trouver le One Piece, il veut connaître la vérité sur le siècle oublié. Et on le voit à Wano à la fin quand il est avec Robin dans les sous-sols et tout. Il est là en fait. Il veut quelque chose, il cherche quelque chose. Alors que Kid, il est au courant pour les road poneglyph, mais c'est un petit peu comme un stagiaire à qui on demande de remplir son CV, quoi. Il le fait parce qu'il a pas le choix, mais il est pas super intéressé par le truc a priori. Et je trouve que c'est un peu dommage avec ce truc de Kid qui, au final, a jamais été, je trouve, un candidat sérieux, contrairement à Law qui s'intéresse effectivement au siècle oublié et qui a des infos, des trucs et tout ça. Et là, on le voit, Oda a des plans pour lui, c'est sûr et certain. Effectivement, est-ce qu'il va rendre quelqu'un immortel? Est-ce qu'il va devoir soigner quelqu'un? Enfin, il y a une dinguerie en préparation. Et il l'a dit aussi, parce que là, justement, par rapport aux fruits, et je pense qu'il doit y avoir une volonté de la part du possesseur du OP Nomi de rendre la personne immortelle. Parce que Barbe Noire dit bien, je pense que t'as pas dans l'idée de me rendre immortel. Donc je vais te garder en vie, mais voilà quoi, à la rigueur. Et ce qui est vraiment cool, c'est déjà, il y a l'image du bateau, du sous-marin, qui est détruit, qui est absolument, mais il y a une force tu vois, c'est vraiment comme dit Barbe Blanche, hein, Barbe Noire, hein, c'est la symbolique du pirate, hein, qui est pété. Ouais. On n'a pas autant de tristesse que le Merry, parce que le Merry, il avait une âme que nous, qu'on sentait. Mais là, c'est vraiment le symbole. C'est-à-dire que l'eau n'a plus de bateau. L'eau n'est plus un capitaine.
C'est clair. Et voilà, le Bipou avec la Rumble Ball, entre guillemets, qui se transforme en Soulong, qui est absolument génial, que j'avais théorisé depuis très très longtemps. Ça, je suis vachement content. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a vraiment ce final de ce sauvetage que va devenir l'eau. Est-ce que l'eau va rentrer dans la grosse guilde? Est-ce qu'il va rejoindre une flotte des Mugiwara? Est-ce qu'il va rejoindre l'équipage des Mugiwara? Ça pourrait être complètement dingue. Moi, je le vois bien, juste. Déjà, va falloir qu'il. Alors, déjà, moi, je le vois pas du tout dans la Cross Guild, parce que c'est pas du tout le délire, je pense, de l'eau. Là, l'eau, pour l'instant, de ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y a eu alliance avec Luffy. Je pense que Beppo et l'équipage, et le reste de l'équipage, bon, en l'occurrence, il n'y a plus que Beppo pour l'instant, mais je pense que s'ils doivent se tourner vers quelqu'un, ils font confiance à l'équipage des Mugiwara malgré tout, vu ce qu'ils ont traversé, vu ce qu'ils ont prouvé l'un avec l'autre. Contrairement à Kid qui était toujours dans cette opposition à la con et de rivalité. Donc je pense que s'il y a de l'aide à aller chercher, potentiellement vers Luffy, et effectivement l'eau ce serait le moyen, ça serait l'eau pourrait un peu avertir Luffy en disant c'est la merde, faut pas que tu le sous-estimes quoi. Enfin ce mec là est capable de faire des dingueries et tout, j'ai rien pu faire contre lui. C'est juste. Mais ce qui pourrait être cool, ce serait qu'il intervienne dans la flotte, qu'il intervienne quelque part. Mais par contre, vu l'importance du personnage, il ne peut pas terminer. C'est pas comme Kid, où là on a eu un texte qui a été marqué, c'est la fin de l'équipage en ce jour, par chance, etc. Là, il y a vraiment l'eau qui arrive à s'enfuir. Et je sais pas s'il pourrait être rattrapé justement par l'équipage de Barbe Noire. Où il va aller, je ne sais pas, mais je sais que le plus important, c'est vraiment que, comme tu dis, je pense que l'eau, il va aller prévenir de la menace de Barbe Noire. De lui dire, c'est pas le Barbe Noire de Marineford. On est vraiment dans quelque chose au-dessus. Donc tu fais attention. Et de prévenir que, attention, il a, mais comment ça s'appelle, il a Méro de Poneglyph, donc fais gaffe à la course au Exactement. il est là, il va aller donner les infos. Et il y avait un très gros lien aussi, c'est pour ça que je disais dans l'équipage de Luffy, parce qu'il y a un très gros lien entre Robin et l'eau, qu'on avait vu dans les sous-sols de Wano Kuni. Oui. Et oui, clairement, il y a un truc, ouais. Il y a clairement. Et le fait que l'eau accomplisse son rêve, en fait, va pas contre le rêve de Luffy. Alors que Kid, son but premier, c'était de devenir roi des pirates, donc il pouvait pas devenir. Il pouvait pas l'être en même temps que Luffy. Alors que l'eau, le fait qu'il soit encore en vie et qu'il revienne dans l'histoire, va pas interférer à proprement parler avec le rêve de Luffy. Enfin, tu me dirais, il peut quand même tuer l'eau, parce que même s'il tue l'eau, regarde, il a tué Ace et ils vendent plein de figurines de Ace, donc là ils pourront vendre plein de figurines de l'eau. Non mais c'était pour rire. On est sur la fin, ouais. Non mais c'est juste une blague. Mais non, l'eau, je pense que l'eau, il a encore une carte à jouer. Et l'inconvénient, je pense que même Ishiroda s'est attaché à l'eau. Parce qu'il l'a vraiment pas fait crever. Hein. Il est toujours là et il va être soigné. Et c'est pareil, regarde, Bipou, quel est le réflexe de Bipou? On voit Bipou qui parle à Chopper par rapport à un flashback, par rapport justement au maire de... La Rumble Ball. Rumble Ball, qu'est-ce qu'il va faire? Bipou a deux solutions. Soit son capitaine a des problèmes, donc il va rejoindre l'équipage pour que Chopper le soigne, ou alors étant un Minx, là où il va être le plus à l'abri, c'est sur Zunisha. Et peut-être qu'il va amener l'eau sur Zunisha. Pourquoi? Parce que l'eau a aidé. Justement, il était présent sur Zunisha. Donc il y sera aussi le bienvenu. Et peut-être qu'après, il y aura moyen, à travers Zunisha, de pouvoir rejoindre, parce qu'il va pas aller sur Wano Kuni par exemple. Non, je pense que... non, pour moi il va retrouver l'équipage, il va effectivement aller sur Zunisha, sinon ça serait ouf. Ouais, bah parce qu'ils ils disent bien que les Minx peuvent trouver Zunisha n'importe où il est, parce que ça fait comme les animaux, par rapport à leur boussole qu'ils ont. Ça serait ouf qu'ils trouvent refuge là-bas, sachant que c'est Carotte qui est la nouvelle duchesse. Excellent. Et ce qui pourrait être dingue, et là où ça pourrait être dingue, dans la confrontation finale qu'on parlait, où il y aurait, pour moi, il va y avoir la flotte des Minx qui va venir aider Luffy parmi la flotte. Et bien ce qui serait dingue, c'est-à-dire que dans la flotte des Minx, il y aura la flotte, il y aura aussi l'équipage de l'eau. Ou alors moi sur le départ, j'étais pas pour qu'ils finissent à Cross Guild, mais
Cross Guild pourrait tomber dessus en fait. Ça voudrait pas dire que l'eau intègre la Cross Guild, mais il pourrait être repêché, ou en tout cas croiser le chemin de la Cross Guild qui a l'air de pas mal bouger sur le nouveau monde. Effectivement, et ça serait un moyen de le ramener dans l'histoire, puisque Baggy va être lié sûrement au dénouement. Mais voilà quoi. C'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce live. Non, ça réfléchit justement. On émet plein de Pourquoi justement du plein de... n'importe quoi? Non parce que c'est quelqu'un. David il a dit c'est n'importe quoi ce live. Mais pourquoi? Pourquoi? On a encore tous nos vêtements, je comprends. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de barre derrière. Donc voilà. Je pense que c'est c'est vraiment cool de qu'on s'appelle. Je pense qu'on a bien fait le tour. Alors U-Rouge, oui là je sais pas. U-Rouge, je sais pas ce qu'il devient. C'est vraiment trop bizarre. C'est clair. Surtout quand Donc- on voit Bonnie maintenant. Enfin, ça m'étonnerait que. Ça m'étonnerait qu'Oda ait oublié Rouge, il y a une dinguerie. Peut-être qu'il le garde pour la fin, étant donné son origine. Ouais. En tant que Bilkan, peut-être que Rouge aura un intérêt tout particulier quand on va en apprendre plus après Egghead, voire après Elbaf. Alors, je sais pas dans quel ordre vont se dérouler tout ça. Mais effectivement, Enfin, jusque-là, il restait Bonnie et Rouge. Clairement, quand on en est rendu là, on a fait 7 Supernova sur 9. Je compte pas Luffy et Zoro, parce que c'est les héros. Qui ont eu droit à leur quart d'heure de gloire, à la Capone, qui était à Whole Cake. On a eu droit à même Diez Drake et Basil Hawkins, même Apu, en fait, finalement, on les a revus. Ils ont plus ou moins eu leur moment de gloire et tout. Et là, de se dire, on a eu le combat sur le toit avec Kid, Law, Luffy, Killer. Et après tout ça, il nous reste genre Bonnie et Rouge. Ça vend pas du rêve sur le papier. Et là, Bonnie, au final, Bonnie. Bonnie, il y a un beau truc sur Head. Voilà, Egghead. Bonnie, il y a un truc et ça a l'air d'être super intéressant par rapport à Kuma et tout. Donc, je pense que si Oda a toujours pas introduit U-Rouge et s'il l'a gardé, parce que finalement, moi je pensais Oui. vraiment que tous les supernova pardon, auraient vraiment leur gros moment. Bon, au final, Apu, Diez Drake et Hawkins, comparé à Capone, juste comparé à Capone déjà, c'est un peu moins ouf. Même si, bon, Killer et Hawkins ont eu droit à leur petit duel qui était super stylé, j'ai trouvé. Mais Diez Drake c'est un peu disqualifié, sachant qu'il est membre du Sword. Et Apu, je me demande si on va pas le revoir quand même, parce que Apu, il a pas été vaincu, rien. Ça me surprendrait pas qu'on le revoie aussi dans l'histoire, surtout Ah. étant donné sa nature de... Ah, Comment dire ça poliment? Ouais, mais non, je pense que De fouille merde. il est mis de côté. Mais de toute façon, là, on va devoir arrêter parce qu'il ne faut pas qu'on fasse plus d'une heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a Il n'y pas a pas de chapitre la semaine pro. il y a pas de chapitre la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que c'est la pause du Jump. Golden Week. C'est la Golden Week. Donc voilà. Pour ceux qui ont apprécié le live et qui voudraient me donner un petit coup de main au niveau de la chaîne, n'oubliez pas dans la description où vous tapez tout simplement Tipeee One Piece Passion. Si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas. Nous, on se donne rendez-vous pour ceux qui sont près de Rennes. On se retrouve le samedi 6 toute la journée. Vous allez voir, il y a des trucs de fou qui sont prévus. Et après, la semaine suivante, le 13 et 14, avec Flippis qui aura une grosse annonce à nous faire. On sera pareil à Lille. Et Lille, vous inquiétez pas, c'est toujours pareil. On est là du matin jusqu'au soir sur le stand. On est là pour délirer. Pour ceux qui nous ont vus en convention, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. On est hyper accessible, ça nous fait super plaisir. Donc voilà, gros bisous à vous. Et puis, comme d'habitude, tu as quelque chose à dire, Maxime? Bah, a priori, on se retrouve le dimanche 7 pour le 1082. Si mes calculs sont bons sur le calendrier. Sans moi, parce que je serai à Rennes et donc je reste sur place le dimanche et le lundi. Donc je pourrais pas faire de live. Donc pas de Par contre, live. je ferai un live juste avant. Par Ok. contre, si tu veux faire un live, n'hésite pas. Hein. Ouais, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Bah, sans toi, ça sera pas pareil. Ouais. Voilà. N'hésite pas, tu prends les. De toute façon, tu vois ça avec Adri et puis tu prends la chaîne et puis tu fais un live comme ça, tu fais un live avec lui, tout ça. Tu vas revenir, il te restera 10 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Oui, le clochard de Creil, à Lille, vous serez tout le week-end. Mais oui, nous, on n'est pas youtubeurs à être 2 heures derrière une table seulement que le dimanche. Que le dimanche. Le dimanche. Nous, on est là du vendredi à l'installation jusqu'au dimanche soir, la désinstallation. On est là tout le temps. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça sera vraiment que du bonheur. Adri, encore une fois, merci à toi. Je t'en prie. Gros bisous. Et comme d'habitude, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie.
Allez, Salut à salut. tous. Ah bah.